Bien, bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes en ligne. Ce midi est un peu particulier parce que l'IREMO, pendant quelques semaines, n'a plus de locaux. Il va bientôt avoir les siens au 1 rue Marcel Duchamp, dans le 13e arrondissement. Mais pour l'instant, donc, on est hébergé chez nos amis de l'ESMENA, qui se trouve dans le 13e arrondissement. Et donc, on a un décor un peu particulier, mais très, très chaleureux. Et c'est donc un peu une façon différente de faire les choses. Et on est très content de le faire dans ce décor très convivial pour accueillir Monique Chemillé-Gendreau. Alors, Monique Chemillé-Gendreau, je voudrais vous la présenter en quelques mots. Je crois que elle ne va pas aimer cette présentation, mais une grande juriste. Une grande juriste. Et moi, je dirais une juriste en trois dimensions. Elle est évidemment enseignante, elle a été professeure de droit international pendant toute sa carrière. Elle a évidemment fait un travail important en termes pratiques, praticiennes, notamment devant la Cour internationale de justice et pour la Palestine, dont nous allons beaucoup parler. Et puis il y a une troisième dimension qui est très particulière, qui est une réflexion très forte éthique du droit international en s'attaquant à des sujets extrêmement complexes. Je pense en particulier à un livre qui s'appelle De la guerre à la communauté universelle, paru chez Fayard il y a maintenant 12 ans, je crois, en 2013 ou 2012, qui est une réflexion sur la souveraineté, qui est une sorte de réflexion sur Hobbes mise à l'envers, en quelque sorte, une réflexion critique sur la souveraineté. Donc voilà, une juriste en trois dimensions, et c'est dans ma bouche quelque chose de très élogieux, parce que c'est rare d'avoir des juristes en trois dimensions. Voilà, ça sera tout pour les... mais en ce qui concerne ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est donc son dernier livre qui s'appelle Rendre impossible un État palestinien. C'est de ça dont nous allons parler. Il y a dans ce livre, en fait, deux grandes parties. Une partie un peu historique qui renvoie à l'objectif du sionisme, et puis une partie, disons, plus contemporaine, qui sont les pratiques de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé de Jérusalem-Est, Cisjordanie et Gaza. Alors, on va faire, comme nous le faisons habituellement pour les midis, on va le faire en trois temps. Et j'aurai trois questions et on aura donc trois séquences pendant trois quarts d'heure à peu près. Puis ensuite, naturellement, ce sera une discussion avec toutes les personnes qui sont en ligne. Alors, sur ces trois points, la première chose, je vais demander à Monique de nous donner un peu la problématique de ce livre, Rendre impossible un État palestinien. Ensuite, je voudrais qu'on élargisse au droit international, aux difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, que le droit international rencontre aujourd'hui. Puis enfin, peut-être dans un troisième temps, réfléchir aux solutions possibles. Et dans les solutions possibles, il y a une chose à laquelle je suis très attaché, qui est la question du juge, des juges, les juges de la Cour internationale de justice et ceux de la Cour pénale internationale. Bien souvent, j'ai le sentiment que les politiques ne sont pas à la hauteur, alors que les magistrats, les juges, de manière générale, essayent malgré tout et dans toutes les circonstances de faire leur travail. Donc voilà, trois temps qui nous permettent de scander cet entretien de trois quarts d'heure. Le premier temps, donc, c'est Monique, tu as donc rédigé ce livre sur la question de l'État palestinien. C'est au moins qu'on puisse dire, c'est que c'est d'actualité. Donc, est-ce que tu pourrais, en 10 minutes, un quart d'heure, au fond, nous dire quelle a été ta problématique et au fond, quel est le sens de cet ouvrage qui est paru il y a quelques semaines chez Textuel? Merci Jean-Paul et merci à l'IREMO pour m'avoir invité à cet échange d'aujourd'hui. Alors oui, ce livre est né de mon intervention comme conseil juridique devant la Cour internationale de justice en 2024. C'était le conseil juridique de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Euh, Dans l'affaire qui a été, dans la question qui a été posée à la Cour, c'était une demande d'avis consultatif. Il faut rappeler que comme toutes les demandes d'avis consultatif, elles sont portées par l'Assemblée générale des Nations unies qui interroge la Cour sur une question que l'Assemblée générale estime utile pour sa propre politique ensuite. Et là, la question posée était très large. Elle était sur une évaluation du point de vue du droit international des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires occupés depuis 1967. Alors, ayant travaillé cette question pour la procédure,
Je me suis rendu compte tout d'un coup, c'était éblouissant, qu'à condition naturellement d'être sérieux et de prendre le problème dans sa dimension historique. Parce que si on saucissonne le problème et si on le prend par tranche, on ne le comprend pas vraiment. Mais si on le prend dans la perspective historique, c'est-à-dire depuis le début du mouvement sioniste, on s'aperçoit de manière éblouissante qu'à tout moment, quels que soient une fois qu'Israël a été créé, les partis politiques israéliens au pouvoir, il y a eu une volonté extrêmement méthodique, systématique de la part d'Israël de casser ce qu'on appelle les éléments d'un État. Donc le problème était, depuis 1947 et depuis la résolution 181, la création d'un État palestinien à côté d'un État d'Israël. Problème d'ailleurs dont on peut discuter, mais ce n'est pas l'objet de ce que je vais dire maintenant. Mais il faut rappeler que cette terre de Palestine était une terre peuplée de 90% d'Arabes palestiniens quand a commencé le mandat britannique en 1922, que le pacte de la SDN à propos des mandats A, c'est-à-dire les mandats qu'on avait affectés à des territoires provenant de l'Empire ottoman, du démembrement de l'Empire ottoman après la guerre de 14. Ces mandats A prévoyaient une clause d'indépendance des peuples mis sous mandat à la fin du mandat. Donc ce peuple arabe de Palestine, à 90% arabe, était promis à l'indépendance. Mais dans le mandat, les Britanniques glissent la déclaration Balfour, qui crée une ambiguïté folle, puisque la déclaration Balfour parle d'un foyer national juif auquel le gouvernement de Sa Majesté se dit favorable. Mais ensuite, quand Israël a été créé, en 1949, Israël a mis en place de manière systématique l'entrave aux éléments de l'État. Alors, il y avait une promesse d'État palestinien dans le mandat, dans le pacte de la Société des Nations. La résolution 180 ampute la terre de Palestine, mais maintient la création d'un État arabe palestinien. Et à partir de là, on va avoir de la part d'Israël cette destruction des différents éléments. Quels sont les éléments? Dans la théorie juridique de l'État, juridique et politique de l'État, les éléments constitutifs d'un État, c'est un territoire qui évidemment doit être cohérent, doit être viable, selon l'expression qu'on emploie maintenant pour la Palestine, parce que tout le monde sait bien qu'elle n'est plus viable, que le territoire n'est plus viable. Une population homogène et regroupée volontairement, la population nationale. Une autorité politique disposant de fonctions régaliennes, ce sont les fonctions régaliennes qui sont le marqueur de l'État. Et puis, j'ajouterai une capitale choisie souverainement, librement. Et quand vous examinez la politique d'Israël, quand vous l'analysez étape par étape, vous voyez que la destruction a été systématique, voulue, menée jusqu'au bout. C'est-à-dire que le territoire, bon, déjà, il n'y avait plus que la moitié du territoire de la Palestine mandataire affecté à un État arabe, un peu moins de la moitié même, 11 000 km² alors qu'Israël en avait 14 000. Israël, par la guerre de 1948-49, s'empare d'un tiers de ce territoire. Alors, ce premier point est resté pendant longtemps un non-dit juridique, parce que manifestement, c'était une prise de territoire par la force, donc c'était illégal. Mais les Nations Unies ne se sont pas engagées sur ce terrain, personne n'a souligné cette illégalité. On a constaté que c'était un fait. Ce fait illégal, y compris d'ailleurs la prise de Jérusalem-Ouest et le fait qu'Israël en ait fait sa capitale, ça a été ensuite, je dois dire, reconnu, accepté par les Palestiniens, puisque quand ils ont démarré les négociations d'Oslo, ils ont accepté de partir de la ligne verte, qui est la ligne d'armistice à la suite des événements de 48-49. Donc un tiers du territoire du futur État palestinien se trouve aux mains d'Israël, et ensuite, en 1967, par une occupation militaire qui pendant longtemps n'a pas été n'a pas été caractérisé juridiquement. On le prenait comme un fait. Voilà, Israël occupait militairement le territoire palestinien. Par cette occupation, Israël a poussé une politique de colonisation, de peuplement, qui fait qu'aujourd'hui,
le territoire de la Palestine est totalement morcelé et en taches de léopard avec des colonies de peuplement à peu près partout. Donc on a aujourd'hui un territoire qui n'est plus viable pour les Palestiniens. Et d'ailleurs, il y a un point très important qui est dans l'avis que la Cour a rendu suite à cette procédure le 19 juillet 2024. La Cour a reconnu, parce qu'elle était interrogée sur cette occupation par l'Assemblée générale des Nations unies, et là, elle a fait quelque chose de très important qui n'avait jamais été fait jusque-là. Elle a dit l'occupation est illégale, et elle argumente l'occupation est illégale parce qu'en réalité, c'est une annexion de facto. Donc là, on a un point nouveau en droit et qui est très important parce que c'est la première fois que ça a été fait. Jusqu'alors, il y avait un trou dans le droit international. On avait les conventions de Genève sur le droit humanitaire en cas de conflit armé, qui sont le code de conduite d'un État lorsqu'il occupe militairement un territoire qui n'est pas le sien, mais on ne disait rien sur la nature de l'occupation. C'était un fait. Et là, on a un argument, comme quoi, en tout cas, cette occupation-là, pour une simple raison, c'est en raison de sa durée, plus de 4 décennies, elle est une occupation illégale et elle est une annexion déguisée. Donc sur le territoire, il est clair que Israël, et Israël continue parce que avec les attentats du 7 octobre, il y a non seulement la guerre génocidaire à Gaza, mais il y a une poussée de colonisation d'une violence extrême. C'est-à-dire qu'il y a eu deux mouvements déclenchés par le 7 octobre. À la fois le mouvement sur Gaza et le mouvement qui fait moins de bruit mais qui est terrible, d'une accélération extrême de la colonisation. Donc on liquide le territoire palestinien. Sur la population, là les choses sont également extrêmement claires. Israël, dès le début du mouvement sioniste, Israël considère qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Pas de peuple palestinien, il y a des correspondances entre Théodore Herzl et certains de ses amis où on lit, oui, c'est ennuyeux, enfin, je résume, hein. C'est gênant, il semble qu'il y ait des Arabes dans cette terre de Palestine, mais ils ne sont pas très nombreux, ils voyagent beaucoup, sous-entendu, ils sont nomades, on pourra donc les pousser ailleurs. Donc voilà, c'est le slogan, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, que Israël met en action littéralement par une négation du peuple palestinien. On le veut invisible, on le veut inexistant. Et je viendrai ensuite, on le veut sans conscience nationale, on y reviendra après. Mais on le veut inexistant. Et donc, bien entendu, quand les Juifs s'installent en Palestine, encouragés à cela par la déclaration Balfour, à partir du mandat de 1922, là, ils sont bien obligés de voir qu'il y a des Palestiniens, ils sont là. Non seulement ils sont là, mais comprenant ce qui se passe avec cette déclaration Balfour introduite dans le mandat, les Palestiniens se révoltent à plusieurs reprises. Des révoltes très violentes qui ont eu lieu pendant le mandat britannique et qui ont été réprimées par l'armée britannique, mais souvent en collaboration avec les milices israéliennes. Donc la population est d'abord éteignée et ensuite elle est combattue. Mais quand arrive le partage, la résolution 181 des Nations Unies à la fin du mandat britannique, là, évidemment, les Palestiniens se soulèvent à nouveau. Et puis, il y a la guerre ouverte par les pays arabes qui n'acceptent pas la résolution 181. Israël remporte cette guerre, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, parce qu'Israël était créé depuis quelques mois, mais Israël avait une supériorité militaire considérable. Parce que ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est que pendant le mandat britannique, les forces israéliennes s'étaient armées au point d'avoir une armée étatique immédiatement après la constitution de l'État d'Israël. Donc Israël remporte la victoire, mais à quel prix pour les Palestiniens? Au prix de ce que les Palestiniens appellent aujourd'hui la Nakba, c'est-à-dire des massacres, des chasses à l'homme, littéralement, qui font qu'environ 700 000, entre 700 et 900 000 Palestiniens, d'après les statistiques de l'UNRWA, fuient le territoire dont Israël s'empare, c'est-à-dire cette fameuse partie qui correspond à un tiers du territoire attribué à un État arabe par la résolution 181 et qui est devenu Israël.
Donc les Palestiniens en sont chassés. Cette population est chassée, elle devient des réfugiés d'abord dans le reste de la Palestine, mais au Liban, en Syrie, en Irak, puis dans d'autres pays du monde. Et Israël a toujours refusé de manière constante, et les dernières déclarations de Netanyahou sont absolument nettes, il n'y aura pas de droit au retour. Le paradoxe est terrible quand même quand on sait que le mouvement sioniste, lui, a toujours prôné le retour des Juifs en Palestine, mais surtout en a fait une loi fondamentale, c'est-à-dire que vous avez pour les Israéliens la loi du retour, c'est-à-dire que n'importe quel Juif du monde entier, qu'il en ait envie ou pas, il y a beaucoup de Juifs qui n'ont rien à voir avec ça, mais ils ont, parce qu'ils sont Juifs, un droit au retour dans le pays d'Israël, pendant qu'Israël dénie au peuple palestinien son droit au retour. Alors autant le droit au retour des Juifs n'est pas garanti par le droit international parce que c'est un retour depuis quand et depuis d'où. Les bases historiques de ce retour sont évidemment s'évaporent dans le temps, alors que le droit au retour des Palestiniens est un droit concret du droit international d'aujourd'hui. D'abord parce que c'est dans les pactes internationaux des droits de l'homme. Chacun a le droit, s'il est chassé de chez lui, d'y revenir. Et puis parce que ça a été transformé en un droit collectif pour les Palestiniens par la résolution 194 de l'Assemblée générale 1949. Mais Israël nie ce droit au retour, donc la population palestinienne ne peut pas se regrouper pour constituer un État au sens juridique et moderne de ce mot. Alors, troisième élément constitutif de l'État, les fonctions régaliennes des autorités politiques. Alors là, c'est également extrêmement clair. Lorsque, dans les négociations d'Oslo, qui ont été quand même longues, difficiles, ambiguës, euh, et qui se sont terminées dans une espèce de désordre et de confusion, jamais, à aucun moment, Israël n'a évoqué même l'idée d'attribuer à l'autorité palestinienne la moindre fonction régalienne. Les fonctions régaliennes, c'est le droit d'avoir une armée, c'est le droit d'avoir une monnaie, c'est le droit de contrôler ses frontières, c'est le droit d'accorder sa nationalité, c'est le droit de légiférer sur sa population. Tous ces droits n'ont jamais été accordés par Israël à l'autorité palestinienne. Et l'illusion qui a été entretenue par les Palestiniens au moment où les accords d'Oslo ont eu lieu, et je pense que tu es comme moi, Jean-Paul, on se rappelle de cette période, c'est vrai que les Palestiniens se disaient, acceptons cette autorité palestinienne, c'est déjà formidable que nous puissions revenir en Palestine avec une administration qui est notre administration, ça se transformera en État. Il y avait cette illusion qu'il y aurait une dynamique qui serait créée à partir des accords d'Oslo. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Il n'y a pas eu de dynamique. Il n'y a pas eu de dynamique, il n'y a eu aucune attribution de fonction régalienne dans un processus qui aurait pu être positif. Alors, on me rétorquera que l'autorité palestinienne a un certain pouvoir de sécurité dans le territoire, mais tout le monde sait que c'est un pouvoir de sécurité au profit d'Israël et en collaboration avec Israël. Ce n'est pas du tout la fonction régalienne de maîtrise de la sécurité sur son territoire comme l'ont les États souverains et indépendants. Donc, la troisième caractéristique de l'État n'a jamais été accordée aux Palestiniens. Et enfin, moi j'ajoute, parce que c'est très important, la question de la capitale. Un État souverain a le libre choix de sa capitale sur son territoire. D'après la résolution 181, Jérusalem était un corpus separatum qui était indépendant du partage territorial entre Israël et la Palestine. Mais la résolution 181 est tombée dans les oubliettes de l'histoire par refus qu'elle soit appliquée. Et donc, depuis l'occupation de 1967, c'est la ligne verte qui départage les deux États, entre guillemets, puisque la Palestine a été niée comme État par Israël. Et la ligne verte partage Jérusalem avec une partie ouest et une partie est. Et dans le désir des Palestiniens, exprimé de multiples fois, c'est Jérusalem-Est qui doit être leur capitale. Et tout
des propositions sérieuses de règlement du conflit, allant vers deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. C'était avec Jérusalem partagée pour faire la capitale des deux États. Eh bien, dans les dernières phases de la négociation d'Oslo, ça n'était plus du tout la partie véritablement citadine de Jérusalem-Est qui faisait l'objet aux yeux des Israéliens de la future capitale de la Palestine. C'est un faubourg situé à plusieurs kilomètres qui s'appelle Abu Dis. C'est comme si on disait que pour Paris, ce serait Nogent-sur-Marne. Donc voilà, c'est à la fois dérisoire et scandaleux. Et le bilan, c'est ça qui m'est apparu en travaillant la question, c'est que c'est vraiment une politique extrêmement élaborée, extrêmement volontariste, et dont le projet est clair, qu'il n'y ait pas le plus petit début de possibilité d'un État palestinien. Voilà ce qui a été l'origine et le contenu de ce travail. On avait dit tout à l'heure qu'on le ferait en trois séquences, mais si tu me permets, je vais rester encore un peu sur cette séquence-là, parce que nous sommes dans une actualité que je crois très importante. Certains parlent d'un moment historique, peut-être. En tout cas, la reconnaissance de l'État de Palestine par une partie de l'Occident, l'Occident s'étant toujours refusé à le faire, c'est ça qui est tout à fait nouveau, parce qu'au fond, l'État de Palestine a été reconnu par le monde entier, sauf l'Occident. Et là, l'Occident a bougé, et il me semble qu'on peut penser à une inversion des choses à partir de la reconnaissance de l'État de Palestine, puisque tous les processus qui ont été enclenchés, notamment Oslo, c'était l'idée, on ira sans doute le moment venu vers une reconnaissance, mais d'abord on négocie. Là, on a inversé les choses. Et donc, je dis ça parce que dans ce que tu viens de décrire, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse penser qu'au fond, les dés sont définitivement jetés. Je crois qu'il y a, s'il y a une création d'État, les éléments qui manquent, dont tu as parlé, on peut les retrouver. Quand tu dis, par exemple, que le territoire n'est pas viable, c'est une réalité géographique qu'une volonté politique peut dépasser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges de territoire, comme ça a été évoqué. Là, je parle évidemment dans une circonstance qui, pour l'instant, pas d'actualité, mais c'est juridiquement possible et politiquement envisageable. Sur la population qui ne peut pas revenir, s'il y avait un État de Palestine, une partie de la population pourrait revenir, en tout cas aurait son drapeau à l'extérieur. Par contre, sur le troisième point, les institutions, dont on parle d'un État démilitarisé, on enlève à l'État sa prérogative principale, qui est le monopole de la violence physique légitime, et donc un aspect régalien majeur. Donc, quelle est ta réaction par rapport à cette remarque? Ces trois remarques. Oui, oui, il fallait qu'on y vienne, bien entendu. Alors, c'est très important parce que Israël, je vais continuer ma démonstration, Israël, de manière méthodique, a cassé les éléments constitutifs de l'État, mais ce qu'il n'a pas réussi à casser, c'est la conscience nationale palestinienne. Et ça, c'est extrêmement important. Elias Sambar en parle magnifiquement. Cette conscience nationale, elle existait. Ce peuple arabe de Palestine, il en avait une. Elle était peu exprimée parce qu'il n'y avait pas, en raison de l'Empire ottoman d'abord et du mandat britannique ensuite, cette conscience nationale n'a pas eu l'occasion de s'organiser, de s'institutionnaliser, de s'exprimer. Mais dès après la résolution 181, elle s'exprime. Il y a la création de l'OLP en 1964. Le peuple palestinien se dote d'institutions, d'une représentation. Et donc, on a une conscience nationale, et ça, Israël ne veut pas le savoir. Il faut continuer de dire que les Palestiniens sont invisibles. Il faut tuer cette conscience nationale. Elle s'exprime par les intifadas sont réprimées, elle s'exprime très fortement à Gaza. Gaza est détruit, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, c'est ça le grand échec de Netanyahou. Et c'est ça qui donne une certaine valeur aux reconnaissances, parce que ces reconnaissances tardives, mon premier réflexe a été de dire c'est trop tard et trop peu. Alors, trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est trop peu. C'est trop tard parce qu'on a laissé détruire. C'est trop peu parce qu'on on se contente d'un geste symbolique. Ce geste symbolique, il est décisif parce que Israël, par sa politique génocidaire à Gaza, qu'est-ce que c'est qu'un génocide? La définition, elle est très précise. C'est des actes de destruction avec l'intention de détruire un groupe racial, national ou religieux. C'est bien cette intention-là que manifeste Israël à Gaza actuellement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Israël est en train
d'essayer d'aller jusqu'au bout de la destruction du projet national des Palestiniens, et les retardataires de l'Occident se réveillent et disent ben, nous reconnaissons le projet national. Donc là, il y a quelque chose dans le mouvement qui est c'est vrai, très important. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est symbolique. Les bases de l'État ont été détruites. Alors, tu as raison, elles ont été détruites, on peut les reconstruire. Là où on a des bases juridiques pour ça, c'est maintenant avec cet avis de la Cour de 2024, qui est très précieux parce qu'il est très détaillé, et la résolution de l'Assemblée générale qui a été prise le 18 septembre 2024 en application de l'avis de la Cour, avec toutes les mesures que cet avis ouvre et que l'Assemblée générale détaille, c'est-à-dire pour Israël l'obligation de retirer ses colons du territoire palestinien, d'indemniser les Palestiniens pour tous les dommages subis, les propriétés expropriées, etc. Donc de revenir aux éléments de l'État. Donc la porte est ouverte, tu as raison, la porte est ouverte et ça n'est pas impossible. On a l'avis de la Cour, on a la résolution de l'Assemblée générale. Qu'est-ce qui manque? Il manque la volonté politique des pays occidentaux et du premier d'entre eux qui est les États-Unis, évidemment. Et alors, pour revenir sur le dernier point que tu as soulevé, cette histoire incroyable de démilitarisation de l'État palestinien, enfin, le monde est fou. Où est le danger? Oui, le Hamas a fait les attentats du 7 octobre, il faut les condamner. Ce sont des attentats qui ne peuvent pas relever de la lutte de libération nationale parce qu'il y a eu trop de civils de tués, trop de civils pris comme otages, etc. Ce sont des crimes internationaux. Mais on en connaît les limites. Face à ce que fait Israël dans la destruction de Gaza, c'est évidemment non comparable. Mais le danger, le peuple en danger, c'est le peuple palestinien, c'est pas le peuple israélien. Et on propose une paix fondée sur un État d'Israël qui reste militarisé jusque-là et un État palestinien qui serait démilitarisé. Mais c'est invraisemblable. L'État dangereux, c'est Israël. Alors proposons une démilitarisation de la région. Alors évidemment, c'est complètement irréaliste de proposer la démilitarisation d'Israël, mais alors proposons au moins non pas que l'État palestinien soit démilitarisé, pour l'instant il n'est pas militarisé. Et si demain Israël acceptait un plan de paix et que l'État palestinien puisse commencer à exister sur son propre territoire, il n'est pas dans l'immédiat en état d'avoir une armée. Ce qu'il faut prévoir dans un premier temps, la militarisation de l'État palestinien viendra avec sa souveraineté, je vais en reparler. Mais dans un premier temps, il faudrait une force d'interposition pour empêcher qu'Israël, dont on connaît les visées expansionnistes, continue de déborder. Alors, quand certains États, dont notre président de la République française, disent l'État palestinien doit être démilitarisé, c'est un vœu qui n'a aucune conséquence juridique. Pourquoi? Israël, la France a reconnu la Palestine, c'est fait. Et les autres États aussi. Alors, il y en a qui l'ont reconnu sous condition expresse. Mais là, la France a reconnu. Une fois qu'un État est reconnu, il dispose de la souveraineté. La souveraineté, c'est la plénitude des fonctions régaliennes. Et donc, dans la plénitude des fonctions régaliennes, il y a le droit d'avoir une armée, non pas pour faire des guerres d'agression qui sont interdites, mais pour se défendre, pour la légitime défense. Donc voilà, je pense que le mot de M. Macron est un mot sans portée. Alors, on peut en venir maintenant à la deuxième séquence, c'est-à-dire ce que tu as dit sur le droit international à propos de la situation dans le conflit Israël-Palestine, et à Gaza en particulier. On a le sentiment que c'est un élément qui se situe dans un contexte, dans une conjoncture très particulière, qui peut-être ressemble à une sorte de basculement par rapport à toutes les normes qui ont été posées, donc les valeurs qui les avaient fondées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ma question un peu générale, c'est celle-là. Est-ce que tu as ce sentiment que les violations patentes du droit international, du droit humanitaire, qu'on voit tous les jours, et qu'on voit aussi ailleurs qu'à Gaza, notamment en Ukraine, est-ce que c'est pas le signe justement d'un basculement? Voilà ma question générale. Et puis, je voudrais revenir sur un point plus précis que tu as évoqué, qui m'a toujours posé question,
c'est effectivement, après la guerre de 48-49, il y a une sorte de trou noir juridique. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondamental dans le droit international qui est celui de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Et ce principe, il est bafoué en 1949, puisque finalement, Israël va prendre une bonne partie du territoire qui aurait dû être celui de l'État arabe, on disait ça à l'époque, dans la région 181, c'est-à-dire en fait tout le nord de toute la Galilée, avec Nazareth, une partie de Gaza qui descendait très, très profondément dans le Negev, et puis évidemment Jérusalem qui était dans la 181 consacrée comme étant un corpus separatum, comme tu l'as rappelé. Alors ma question, c'est précise par rapport à l'autre et globale, c'est comment est-ce que finalement ça a été possible, ce trou noir juridique qui a duré au moins jusqu'en 1967, où les questions sont posées autrement, mais pendant 20 ans, au fond, est-ce que quelqu'un ou un État ou une institution a posé le problème ou est-ce qu'on a considéré finalement qu'on faisait une exception majeure à ce principe de l'inadmissibilité de l'acquisition des territoires par la force? Écoute, la crise du droit international qui éclate aujourd'hui, et moi je trouve ça assez... enfin, ça me rend un peu amer. Aujourd'hui, les gens se rendent compte, le grand public, mais les spécialistes eux-mêmes, de la crise du droit international. Mais nous étions quelques juristes à la dénoncer depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'on a posées en 1945, elles étaient ambiguës. L'hypocrisie de l'Occident, elle est considérable. On pose des valeurs en 1945, on fait une charte des Nations Unies. D'abord, rappelons que dans cette charte des Nations Unies, on ne décolonise pas. Il y a un chapitre 11 qui s'appelle Déclaration sur les territoires non autonomes. On n'exige pas des pays colonisateurs qu'ils décolonisent. On leur demande simplement de gérer les territoires colonisés dans l'intérêt des populations et d'en rendre compte au secrétaire général une fois par an. C'est ridicule. Il a fallu les luttes des peuples, le peuple vietnamien, le peuple algérien, le peuple des colonies portugaises, pour que l'Assemblée générale s'empare du problème. Et c'est vrai que c'est finalement aux Nations unies qu'on a construit tout le droit de la décolonisation, mais avec 15 ans de retard, et par les luttes des peuples, pas par la volonté de l'Occident. De même qu'on pose l'égalité des États, et on crée le Conseil de sécurité avec 5 membres permanents, qui sont permanents et qui ont le droit de veto. Mais c'est un organe aristocratique, et on continue de dire qu'on a des valeurs démocratiques. Mais le Conseil de sécurité, c'est vraiment une aristocratie. L'aristocratie dans ces régimes, c'était des gens qui avaient le pouvoir ad vitam aeternam, eux, leurs enfants, leurs héritiers, etc. Rien à rendre compte à personne. Eh bien, on en est là avec les membres permanents. C'est une aristocratie. Et quand je vois les quelques débats autour d'une réforme du Conseil de sécurité pour augmenter le nombre de permanents, mais enfin, on est grotesque. Il ne faut pas augmenter le nombre de membres permanents, il faut supprimer cette catégorie. Et il n'y aura pas de réforme de la Charte des Nations Unies, parce que les articles 108 et 109 demandent que les réformes soient validées par le Conseil de sécurité. Donc, pour la veto potentiel. Voilà. On n'aura pas de réforme du Conseil des Nations Unies. Alors, des valeurs ambiguës, un principe d'égalité qui n'est pas respecté, une entame très forte, c'était très contradictoire la charte. Parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la souveraineté dans la théorie classique depuis Jean Bodin, la théorie de la souveraineté, c'est les fonctions régaliennes. Et jusqu'à la charte des Nations Unies, la première des fonctions régaliennes, c'était le droit de conquête. Le droit de faire la guerre, le droit de conquête. Que fait la charte en 1945? Elle pose un principe totalement révolutionnaire. On supprime aux États leur droit de faire la guerre. C'est l'article 2. On supprime aux États leur droit de faire la guerre, mais on les proclame souverains. Or, dans la souveraineté, il y a les fonctions régaliennes, y compris celle-là. Donc, c'est du bout des lèvres et sans conviction que les États ont renoncé au droit de faire la guerre. Et comme on maintenait leur souveraineté, au nom de cette souveraineté, ils continuent de la faire. De même que la charte prône le développement du droit international, mais alors, j'ai écrit il y a quelques mois un petit bouquin dans une collection de chez Dalloz sur la question de la souveraineté parce que je discute des thèses de Georges Sell, qui était un des seuls juristes français du XXe siècle à avoir critiqué la souveraineté. Et moi, je critique la souveraineté aussi, pas sur les mêmes bases que lui. Mais la souveraineté est un principe mortel pour le droit international. Parce que la souveraineté,
c'est quand même un pouvoir originaire, c'est-à-dire auto-constitué, qui se tient de lui-même, qui se donne son pouvoir à lui-même. Et donc un pouvoir souverain n'accepte rien au-dessus de lui. Et d'ailleurs, le droit international, c'est sa plus forte contradiction. Le droit international n'existe que par la volonté des États. Non pas au-dessus de la volonté des États, mais par la volonté des États. Et quand ils n'en veulent plus, ils se retirent et le droit international ne marche plus. Et c'est comme ça que M. Trump, quand il est arrivé la première fois au pouvoir, s'est retiré de l'accord de Paris. Ben oui, on a critiqué ça politiquement, mais on a oublié qu'il est souverain, un État souverain, il peut signer un traité, il peut s'en retirer. Il peut signer un traité en mettant des réserves. Ce qui fait que le droit international est un droit à géométrie variable qui est très faible, parce qu'il se heurte tout le temps à ce principe de la souveraineté. Et la charte, en consacrant le principe de la souveraineté, a mis le verre dans le fruit. Pouvait-on imaginer faire autrement dès lors que ce sont les États qui ont fait qui Oui, ont fait la... oui, C'est un oui. système qui est Oui, circulaire. oui, mais c'est au peuple de prendre conscience de ça. Alors, je crois qu'il y a un tout petit début de commencement, pas encore très fort, notamment dans les pays du Sud global, comme on dit. Mais c'est au peuple de se rendre compte du piège, parce que, alors, dans notre génération, on a glorifié le passage à la souveraineté des peuples colonisés. Je me souviens de cette période où on sautait de joie quand on apprenait qu'un peuple, par une guerre de libération longue et douloureuse, pouvait acquérir la souveraineté. Moi-même, j'ai donné là-dedans. Je n'ai pas été critique de la souveraineté pendant longtemps. C'est en réfléchissant notamment dans toute la période où les peuples du tiers-monde commençaient à comprendre le piège dans lequel ils étaient tombés. Ils étaient souverains, mais ils restaient misérables. Donc ils ont commencé à ouvrir à l'Assemblée générale des Nations unies un combat pour augmenter leur souveraineté, c'est-à-dire pour avoir la souveraineté économique, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Quel est le bilan? Ce sont des résolutions qui datent des années 70. Et 40 ans, 50 ans après, quel est le bilan? Ben, il est nul. Il est nul parce que cette souveraineté sur les ressources naturelles, elle est passée par des résolutions de l'Assemblée générale qui ne sont pas contraignantes. Il n'y a eu aucun effet concret pour les peuples. Donc, ce qu'il faut que les peuples comprennent aujourd'hui, c'est que la souveraineté, ce n'est pas un bienfait, c'est un piège. Il faut la remplacer par un autre mot. Il faut la liberté, il faut avoir le maximum des compétences, mais liberté et compétences coiffées par le droit international, c'est-à-dire par un mécanisme d'échange entre les libertés. Dans une société interne, nos libertés ne sont pas absolues, elles sont limitées par la liberté des autres, et ça s'appelle la loi. Nous n'avons pas de loi en droit international, nous n'avons que des contrats. C'est un droit bancal. Un vrai droit, dans une société qui fonctionne, est un droit qui est constitué de ces deux échelons de textes juridiques, les contrats que les gens passent entre eux, ou les institutions peuvent passer entre eux, qui sont des textes à effet relatif, ça ne vaut que pour ceux qui les ont passés, et puis l'échelon supérieur qui est la loi. La loi, elle est générale, elle s'applique universellement à tout le monde. Il n'y a pas d'échelon législatif en droit international. Alors, dans la doctrine, nous essayons d'en parler. On dit qu'il y a un droit impératif général, etc. Mais les États ne l'acceptent pas. La France n'a pas accepté la Convention de Vienne sur le droit des traités parce qu'il y est question de droit impératif. La France n'en veut pas. Même si tu prends le problème de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des contradictions majeures dans ce droit international qui est construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Convention pour un droit international classique que du droit humanitaire, la Convention de Genève notamment, est-ce que malgré tout, avec ce droit imparfait, on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train encore de s'affaisser par rapport à ces quelques éléments de Tout à droit fait. que nous avons? Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter vraiment le Oui. droit dans la poubelle quand on voit ce qui se passe et quand on voit que d'un côté les régimes autoritaires s'en moquent, de l'autre beaucoup de démocraties deviennent, un terme que je n'aime pas parce que je trouve insuffisant, elles deviennent illibérales. En fait, elles peuvent devenir autoritaires et du coup, les fondements du droit international et du droit humanitaire en particulier sont véritablement sapés, non? Oui, oui, mais alors tu as tout à fait raison, parce que donc, dans ces contradictions de l'époque des Nations Unies, il y avait le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'il y avait le meilleur, il y avait en apparence des tas de principes formidables, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux. Moi, quand j'enseignais encore à la fac, je disais à mes étudiants, écoutez, le soir dans votre lit, lisez les pactes internationaux. Vous aurez l'impression d'entrer au paradis. Tout y est dans les pactes internationaux. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit au logement, le droit à l'emploi, il y a tout, il y a tout, il y a tout.
ce dont un être humain peut rêver. Donc il y a eu des progrès dans la formulation du droit. Mais là où le verre était dans le fruit, c'est qu'il n'y a rien eu pour l'appliquer. Et puis il y a eu, par exemple, je cite souvent l'article 26 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit réglementer les armements de manière à n'utiliser pour cela que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. C'est un article magnifique. Jamais le Conseil de sécurité ne l'a mis à son ordre du jour. Donc voilà, l'hypocrisie des grandes puissances, elle a été terrible parce qu'ils se sont donné comme ça une façade vertueuse avec plein de très bons principes, mais avec des petits ressorts plus ou moins masqués qui leur ont permis de les violer. Et ça nous éclate au nez aujourd'hui parce que la partie positive est en train de s'écrouler parce que les pays du Sud qui ont été dupés ne veulent plus, n'ont plus confiance en eux. Donc il y a une reconstruction à faire, on pourra y revenir. Je voudrais répondre à ta question sur le trou noir des territoires conquis par Israël en 1948. C'est typique de la crise de l'hypocrisie du droit international. Et je pense que le conflit israélo-palestinien, ça aussi je le disais beaucoup à mes étudiants quand j'enseignais encore, il est exemplaire des déficiences du droit international et que le droit international ne survivra ou ne reviendra sous une autre forme que quand on aura clarifié tout ce qui est confus dans ce conflit. Et la prise de territoire de 48, c'est typique, parce qu'il n'y a pas eu de résolution du Conseil de sécurité pour condamner ce que fait Israël à ce moment-là. Alors on l'a fait pour la prise de Jérusalem, mais il n'y a pas eu de sanctions surtout. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y a eu des condamnations verbales, mais jamais la mise en œuvre de ce qui est quand même possible dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité prenne des sanctions, ou que s'il ne le fait pas, parce qu'il y a un blocage par un veto, l'Assemblée générale prenne ses compétences, ce qui est possible suite à la fameuse résolution 377 qui a été prise en 1950 après la guerre de Corée. L'Assemblée générale peut s'emparer des problèmes que le Conseil de sécurité ne règle pas parce qu'il est bloqué par un veto et elle peut agir. Donc, il y a des possibilités, mais c'est la volonté politique qui a manqué. C'était une espèce de connivence, parce que le cas d'Israël a toujours été euh, euh, complètement écrasé, euh, faussé, c'est-à-dire la vision du problème du conflit israélo-palestinien a été faussée par ce que l'Occident traîne derrière lui et dont il ne se débarrasse pas, c'est la culpabilité de la Shoah. On n'a plus beaucoup de temps, donc on passe à la troisième séquence brièvement, parce Oui, qu'après, oui, on va. oui. Pourtant, c'est important. Après, il faut laisser la parole à ceux qui nous écoutent en ligne. C'était la troisième séquence qu'on avait réfléchi ensemble, c'était l'idée de oui, des juges. J'ai Oui. souvent tendance à dire, les politiques, on ne peut pas trop compter sur eux pour plein de raisons, mais les magistrats sauvent l'honneur. Bien souvent, donc, quid de la Cour internationale de justice, tu en as parlé, par rapport évidemment à la question de Gaza et d'Israël-Palestine, mais aussi, il faut bien faire la différence pour les gens qui ne connaissent pas, la Cour pénale internationale qui a quand même lancé deux mandats d'arrêt contre Galland, l'ancien ministre de la Défense, et Netanyahou, Premier ministre. Et peut-être que c'est une pratique qu'a la Cour, quelquefois, la CPI. Peut-être qu'il y a des mandats d'arrêt en préparation, j'en sais rien. C'est une éventualité. Donc, que penses-tu de cette. Alors, à la fois de ce qu'ils font, et puis surtout, le mot-clé dans cette affaire, c'est l'effectivité. Qu'est-ce que ça peut apporter Oui. concrètement? Ouais. Alors, il faut rappeler, on va revenir à la souveraineté des États. Les deux cours ne sont créés que par la volonté des États et avec les limites qu'ils y ont mises pour être bien à l'abri, eux, de tout risque d'être jugés et condamnés. La Cour internationale de justice de l'Haye, qui est donc, disons, une cour civile et non pas pénale, la Cour internationale de justice, elle a pour objectif de régler les différends entre les États, mais sa compétence est facultative, elle n'est pas obligatoire. Ce qui est un produit de la souveraineté typique et qui est une entrave considérable à son action. Parce que quand un État veut traduire un autre État devant la Cour, il faut qu'il s'assure que cet autre État accepte la compétence. Alors, quand on a créé la Cour internationale de justice, avec cette clause volontairement mise, notamment par les grandes puissances,
On s'est dit, on va essayer de contourner l'obstacle et on va proposer aux États de prendre une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour. Ça s'appelle dans notre langage de juriste, vous en jugerez vous-même, la déclaration facultative de compétence obligatoire. C'est-à-dire que les États la signent s'ils veulent, c'est facultatif. Une fois qu'ils l'ont signé, la compétence est obligatoire. Il y a un tiers des États membres des Nations Unies seulement qui l'ont signé. Et dans ceux qui ne l'ont pas signé, vous avez parmi les membres permanents du Conseil de sécurité la Russie, la Chine qui l'ont jamais signé, les États-Unis et la France qui l'avaient signé au moment de sa création en 1948, qui se sont retirés de cette déclaration. Notre pays, pays des droits de l'homme, bien entendu, ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de justice. Dans les membres permanents, il n'y a plus que le Royaume-Uni qui la reconnaisse. Et parmi les autres États, Israël ne le reconnaît pas, etc. Donc, on a une Cour qui est très faible. Et pourquoi il y a des demandes d'avis? C'est pour contourner le fait qu'on ne peut pas y aller au contentieux. La Palestine et les autres États qui sont scandalisés par ce que fait Israël, ils passent par une demande d'avis de la Cour. Mais la Cour, elle aura un avis non contraignant, c'est un avis facultatif. Consultatif, pardon. Surtout, elle peut prendre son temps. C'est aussi un rapport au temps qui est très important. Alors, surtout quand il s'agit d'une chose aussi fondamentale que la question d'un possible génocide. Alors, pourquoi elle a été saisie au contentieux? C'est très intéressant. Elle a été saisie au contentieux sur le génocide à Gaza par l'Afrique du Sud qui assigne Israël devant la Cour. Et Israël n'a pas pu se dérober parce que, après la Shoah, quand le tribunal de Nuremberg siège, dans le statut, il n'y a pas le crime de génocide. Il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, crime d'agression. Lemkin, qui est le père du concept de génocide, écrit beaucoup et s'agite après le tribunal de Nuremberg en disant mais ce crime, il faut l'inscrire dans le droit international, il existe. Et il se distingue des autres crimes contre l'humanité à cause de l'intention de détruire un groupe national, racial, religieux, etc. En tout ou partie. Oui, en tout ou partie. Et donc, à ce moment-là, on prend en 1948, dans un moment où il y avait une dynamique positive après la charte, on prend la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Elle a des limites, elle a des défauts, cette convention, mais c'était un pas très important. Évidemment, comme c'était pour que ce qui s'était passé sous l'égide de l'Allemagne nazie contre les Juifs ne se reproduise jamais, Israël la signe. Dans cette convention, il y a un article 9 qui dit que la compétence de la Cour est reconnue par les États qui signent la convention pour tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la convention. Mais les États peuvent faire des réserves à une convention. Israël a signé la convention sans réserve. Il ne pouvait pas faire autrement parce que c'était vraiment pour éviter la reproduction de la Shoah. Donc Israël est lié par cette convention. C'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud de traduire Israël devant la Cour. Le petit Nicaragua a traduit l'Allemagne pour manquement à cette convention. On a un deuxième procès. Alors évidemment, chacun de se dire, mais pourquoi les États-Unis ne sont pas traduits aussi pour complicité pour le génocide? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis ont signé la Convention, mais avec une réserve disant qu'ils ne reconnaissaient pas l'article 9 sur la compétence de la Cour. Donc, on ne peut pas traduire les États-Unis dans la Cour. Alors, tu parles des délais. Oui, ça, c'est un point très lourd. C'est vrai que la Cour est saisie. Elle a rendu, à la demande de l'Afrique du Sud, quatre fois des ordonnances, non, trois fois des ordonnances de mesures conservatoires qui vont très loin, puisque dans la dernière ordonnance, celle du mois de mai, elle demande l'arrêt des opérations militaires. Mais d'une part, alors il y a deux choses à dire. Israël ne le reconnaît pas du tout, elle n'a pas bougé. Et l'arrêt définitif va mettre beaucoup de temps. Le rôle de la Cour est très encombré. Quand il y a des demandes d'avis consultatif, elle les fait passer en priorité parce que l'Assemblée générale attend le résultat pour fixer sa politique. Quand il y a des demandes de mesures conservatoires, elle est obligée de les faire passer en priorité, de telle sorte que les arrêts de fond, ben, il faut 2, 3 ans souvent avant qu'ils soient pris. Donc l'arrêt sur le génocide va être très long à venir et ça c'est effectivement très, très regrettable. Voilà, c'est les conditions de travail de la Cour. Est-ce que tu attends davantage de la Cour pénale internationale qui, elle, juge des individus et oui, des États? Oui, mais la Cour pénale internationale, elle a été créée là aussi par la volonté des États et elle n'y adhère que les États
Amnesty accepte de jouer le jeu. Tu sais quel est le manque de considération actuel pour la Cour pénale internationale de la part de beaucoup d'États. Il y a encore 2 ou 3 États africains qui s'en sont retirés il y a quelques jours. Le procureur a été obligé de se mettre en retrait suite à des accusations contre lui. La Cour est très faible. Il faut savoir que cette Cour, elle est en fonction depuis 2000, depuis 20 ans. Elle a jugé moins de 20 cas, c'est-à-dire des vrais jugements. Il y en a eu très peu. Donc, elle est très faible, cette Cour, pour l'instant. Elle est faible parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique des États. Là, c'est là que nous avons besoin de la volonté des peuples. Pourquoi elle a été créée, la Cour pénale internationale? Parce que les grandes ONG, Amnesty, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, etc., ont fait une pression considérable. Et j'ai un ami avocat qui avait suivi tout ça de près qui disait que Amnesty était le législateur international, tellement Amnesty avait joué un rôle au moment de la préparation du statut de la Cour pénale internationale. Il ne faut pas attendre des États, ils ont tout à perdre parce qu'ils risquent leur fête, ils risquent même de se retrouver condamnés par la Cour. On ne peut rien attendre des États, mais il faut attendre des peuples parce que les États n'agissent que quand ils ont une pression populaire extrêmement forte. Donc voilà, l'avenir de la société mondiale, son avenir pacifique, ordonné par un droit commun, est entre les mains des peuples. Moi, je pense que les Nations Unies, il faut maintenir, il ne faut pas achever de déconsidérer, parce qu'on a besoin d'un organe international commun, mais les Nations Unies sont vouées à une mort lente parce qu'elles sont irréformables en raison de ce verrou du Conseil de sécurité. Donc moi, je pense que les peuples doivent se mettre au travail pour commencer, mais les peuples au pluriel, c'est-à-dire pas seulement les peuples occidentaux. Il faut faire un travail avec les peuples du Sud pour essayer d'imaginer quel monde nous voulons construire pour les générations qui viennent. Voilà. Cette remarque, cette réflexion peut clore une première partie. Voilà. On a pris un peu de temps, mais ça valait le coup, je pense. Et donc, on ouvre la session des questions. Alors, moi, je vais en poser une. Je voudrais qu'on reste un instant sur le dernier point, pour revenir sur autre chose, mais sur la Cour pénale internationale. Tu dis qu'elle est très faible, et évidemment, elle est très faible. Elle risque même de ne pas avoir de grain à moudre, si j'ose dire, l'année prochaine, puisqu'il n'y a il y a plus d'accusés, et que pour qu'il puisse y avoir un procès à la CPI, il faut que l'accusé soit là. Il n'y a pas de procès in absentia, et ça, c'est un problème très, très important. Mais bon, ceci étant dit, il y a eu tout de même, alors pas avec la CPI, mais avec les autres tribunaux pénaux internationaux, le TPY, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie ou le tribunal pénal pour le Rwanda, il y a eu quand même des avancées importantes, dans la mesure où beaucoup de ces responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pour certains, notamment Mladic, le général Mladic serbe, ils ont été jugés. Ils ont été jugés pour certains très longtemps après. Mladic est parti en cavale pendant des années, mais il a fini par être arrêté. Donc, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a là quelque part une ouverture possible avec cette institutionnalisation de tribunal pénal avec la CPI? C'est-à-dire que moi, j'essaie de voir le côté positif de la CPI, même si je sais qu'elle a beaucoup de limites. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est formidable qu'il y ait eu ce premier pas. Comme souvent, regarde, pour la communauté internationale, le pacte de la SDN a été un brouillon. Il a échoué, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. À mon avis, la Charte des Nations Unies, c'est un deuxième brouillon. Et il faudra une troisième version, mais c'est mieux que rien. À chaque fois, on progresse un peu. La Cour pénale internationale, c'est une innovation inouïe, absolument inouïe. Parce que, alors, c'est le côté positif que tu recherches, et moi je le vois comme ça, c'est le tout premier pas que fait la communauté humaine pour se reconnaître comme communauté politique. C'est-à-dire pour se reconnaître comme partageant des valeurs communes, au point que la rupture avec ces valeurs communes peut entraîner une condamnation qui n'est pas une condamnation nationale, qui est une condamnation au nom de la communauté internationale. Donc c'est un de ces petits pas en apparence technique, c'est du droit pénal, mais c'est le signe que monte une petite pousse que moi j'attends avec ferveur, qui est que la communauté mondiale se reconnaisse comme une communauté politique. Et c'est ça d'ailleurs qui a un peu manqué aux Nations Unies,
c'est que c'était une association d'États, mais ce n'était pas une communauté politique qui s'affirme comme telle, au-delà des États. Ça restait les États. Or, derrière les États, il y a la communauté des humains. Ce qui marque les limites des Nations Unies, c'est que jamais, quand on parle des Nations Unies, on ne dit nous. C'est un organisme extérieur, c'est une administration, c'est une bureaucratie, mais on ne le sent pas comme étant, comme nous appartenant. Il faudrait que la communauté humaine se dote d'institutions qui soient vraiment représentatives de cette communauté humaine. Et le droit pénal est le petit premier pas dans ce sens. Donc c'est effectivement une lueur qu'il faut conserver. Il faudra des révisions du statut parce que toutes sortes de choses qui sont un peu claires. Tu vois, à propos des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre, il y a eu cette position de la France qui a été très critiquée, qui a dit, ah oui, Elle a été mais erronée sur le plan juridique. comment? Elle a été erronée sur le plan juridique, la commission française. Ah, ah, erroné, attends, c'est pas clarifié encore. Euh, si tu veux, la Cour pénale a été créée par un traité. Un traité, c'est un acte contractuel. Les pays qui n'ont pas signé ce traité sont en dehors de la Cour pénale. Mais si un de ces pays qui ne reconnaît pas la Cour pénale a des nationaux qui pratiquent des crimes sur le territoire d'un autre pays qui lui reconnaît euh, la Cour peut poursuivre. Mais si parmi ces individus, ce sont des gens qui sont protégés par des immunités diplomatiques, la question qui est venue, c'est est-ce que les immunités diplomatiques, au profit d'un État qui n'est pas signataire du statut de la Cour, restent valables pour les personnes pourtant inculpées par la Cour? La France a conclu que oui. La réponse, alors, c'est compliqué parce que la Cour avait admis dans un premier jugement de la Chambre préliminaire cette thèse au profit du Soudan. Et donc, on attend la La suite, Cour, la TPI ou la CIJ? la CPI. La CPI. La CPI. Donc, il va falloir que ce point soit clarifié. Euh, euh, Normalement, si on lit bien le statut de la Cour, les immunités tombent. Et elles devraient tomber, oui, elles devraient tomber Il y a pour tout aussi le une monde. décision de la CPI à propos de la Mongolie Oui, qui a été oui, extrêmement claire, oui, oui, puisqu'on avait le oui, même oui, cas de figure. oui, oui, C'était Poutine oui, qui oui, vient c'est ça. Voilà. en Mongolie Oui, oui, et oui, qui oui, n'est oui. pas arrêté. Et là-dessus, il y avait une position très claire de la CPI. Et Alors, c'est la même chose. oui, oui, il faut que la CPU se positionne de manière claire et définitive sur ce point. Et à ce moment-là, c'est vrai que parce qu'il faut un universalisme, pas possible. Ce droit à géométrie variable, qui est le droit international, ça crée une confusion terrible parce que chacun dit, mais moi j'ai ma zone de droit sur laquelle j'ai donné ma volonté. Voilà. Voilà. Donc, Comme tu l'as dit, dans le cas français, j'en rajoute une couche, c'est-à-dire que la situation juridique de Poutine et celle de oui, Netanyahou sont tout à fait évidemment, comparables. Ce sont évidemment, deux États qui n'ont pas signé évidemment, de statut de Rome. évidemment. Et pour Poutine, la France n'a Oui, fait aucune oui, objection, oui, 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 alors qu'elle en a fait une oui. pour Netanyahou, vous cherchez l'erreur, quoi, Non, non, quelque mais il part. faut clarifier ce point et que ça soit universellement accepté. Sinon, la Cour pénale n'a pas Je crois qu'on a des d'autorité. questions. Oui, bonjour, bonjour, merci beaucoup. Merci pour votre exposé que j'ai trouvé très intéressant. Le livre aussi, d'ailleurs, que j'ai lu. J'avais une question qui est est question effectivement sur le droit international qui peut être analysé ou appréhendé pas seulement au nom de son effectivité, mais au nom du fait qu'il devient tout de même une espèce de référence commune assez largement partagée. Donc, je voudrais avoir votre sentiment, madame, sur deux choses. La première, c'est le fait que les ONG mobilisent le droit international pour qualifier les crimes commis à Gaza, mobilisent par exemple la notion de génocide, pas du tout pour faire référence à la Shoah, mais bien évidemment parce qu'ils ont, en quelque sorte, ils se sont appuyés sur le droit international, sur leur jurisprudence également. Est-ce que c'est pas déjà en quelque sorte une victoire du droit international, même si c'est symbolique? Et la deuxième chose, les procédures judiciaires au nom de la compétence universelle contre des binationaux ou contre des soldats israéliens à l'étranger. Est-ce que c'est pas aussi ça des éléments plutôt positifs? Je voulais avoir votre avis sur voilà, comment vous appréhendez, vous analysez ces deux aspects. Merci beaucoup. Oui, alors, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Il y a des côtés positifs, vous avez raison de les souligner. Euh, les ONG ont fait un travail
considérable pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Et là, actuellement, au moins dans l'opinion publique, le constat de génocide est de plus en plus accepté. Alors, ensuite, évidemment, il y aura la qualification juridique. C'est vrai que, comme on le disait avec Jean-Paul Chagnolin il y a un instant, le fait que la Cour va être très longue à se prononcer, ça ne nous aide pas. Mais au moins, dans les ordonnances, elle reconnaît qu'il y a un risque génocidaire. Alors, moi, je vois le point important de ça, c'est que dès lors qu'on parle même de risque génocidaire, sans aller jusqu'à la qualification de génocide, on ouvre le chapitre de la prévention qui est contenu dans la Convention de 1948 et qui est extrêmement important. Les États ont un devoir de prévention. Alors, l'État au premier chef concerné, c'est-à-dire Israël, c'est ce que la Cour rappelle dans ses ordonnances, mais tous les autres États. Donc, je pense qu'il va y avoir des procès à venir en cascade au fur et à mesure que l'indignation va s'emparer du monde entier, et elle est déjà quand même largement partagée, pour multiplier les procédures contre les individus ou les États qui n'ont pas respecté leur obligation de prévention. Nous sommes tous devant une obligation de prévention. C'est donc très important. Et la compétence universelle, alors ça aussi, c'est un autre chapitre du droit international qui est intéressant, qui est encore laborieux, je dirais, mais c'était dans les conventions de Genève de 1949. C'est-à-dire que les États s'engageaient à faire en sorte que les dispositions des conventions de Genève soient, relèvent de la compétence de leurs tribunaux internes. Et c'est ça qu'on appelle la compétence universelle. C'est le fait qu'un crime, quel que soit l'endroit où il a été commis, quelle que soit la nationalité de la personne qui le commette, peut relever de tous les tribunaux du monde. L'idée étant ce que nous évoquions il y a un instant, que nous formons une communauté politique. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables et tous les États sont responsables et toutes les juridictions nationales sont concernées par les crimes internationaux où qu'ils soient commis, quelle que soit la nationalité de la personne qui le commet. Alors ça progresse, hein. Il y a des pays qui ont été en flèche. Rappelez-vous que la Belgique, à un moment, était un des seuls États où c'était vraiment très ouvert. Donc, il y avait la queue devant le bureau du procureur belge de toutes sortes de plaignants qui voulaient faire traduire devant les tribunaux belges leur chef d'État, leur ministre de la Défense, etc. Bon, depuis, alors la Belgique a dû revoir sa législation pénale parce qu'elle était tellement ouverte que ça faisait d'elle une espèce de tribunal universel. Mais beaucoup d'autres États ont petit à petit ouvert leur législation pénale, la France, l'Espagne, un peu l'Allemagne aussi, enfin d'autres. Donc voilà, ça fait partie des mouvements en marche. Selon qu'on est très impatient, je le suis souvent, on se dit c'est pas assez. Si on est raisonnable, il m'arrive de l'être, on se dit c'est déjà ça. Mais juste un mot par rapport à la question. La compétence universelle est une chose très largement ouverte sous réserve des conditions posées par la législation de Bien l'État. sûr. Et la France a mis des conditions assez, Oui, oui, assez assez sérieuses restrictif, qu'on oui. appelle souvent des verrous. Mais il y a l'autre dimension aussi qui est la notion classique de procédure, liée simplement au fait que quelqu'un est franco-israélien. Et dans ce Oui, cas-là, ce sont oui, finalement des oui, oui, procédures classiques oui, qui peuvent oui. s'ouvrir et qui ouvrent aussi un champ de... Et là-dessus, il peut y avoir aussi pas mal de procédures, non? Oui, oui, bien entendu. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que comme beaucoup d'Israéliens ont des doubles nationalités, ça ouvre très largement les possibilités dans les pays concernés par ces Et nationalités. c'est une compétence universelle qui l'est indirectement, Oui, mais qui oui, est oui, nationale et oui, oui, universelle. oui, oui, oui. Elle est universelle par le fait qu'ils ont la double nationalité. Oui, Donc c'est encore aussi une autre ouverture de procédure possible. oui, oui, bien sûr. Alors, il y a une autre question dans le chat. Dans cette bataille entre la force et le droit autour du conflit entre Israël et la Palestine, le dernier recours n'est-il pas tout de même la CIJ ou la CPI, ou l'autorité palestinienne, a vu par exemple un moment contraignant pour Netanyahou qui n'a pas souhaité survoler certains pays lorsqu'il s'est rendu à New York récemment? Oui, alors, il ne faut pas confondre la CIJ et la CPI. La CIJ, bon, comme nous l'avons dit, elle est très limitée dans son champ d'action parce qu'elle n'a qu'une compétence facultative. Ses jugements viennent très lentement parce qu'elle est très encombrée. J'ajouterais quelque chose d'intéressant sur la CIJ. Dans la Charte des Nations Unies,
on dit que les arrêts de la CIJ sont obligatoires, alors que ces avis consultatifs ne le sont pas. Ces arrêts sont obligatoires, mais la CIJ, c'est la Cour des Nations Unies, et il n'y a pas de gendarme. Il n'y a pas de gendarme direct. Mais ce qu'a prévu la Charte des Nations Unies, le statut de la Cour, c'est que quand la Cour a rendu un arrêt et qu'un des États concernés n'applique pas la décision de la Cour, les autres États, l'autre État parti au procès, peut saisir le Conseil de sécurité qui, à ce moment-là, doit prendre des mesures pour faire appliquer l'arrêt. Nous retombons dans les ornières qu'on a dénoncées depuis le début de cet entretien. Le Conseil de sécurité est évidemment complètement dominé par le droit de veto et ça limite considérablement les choses. Je peux rappeler un exemple. En 1986, la Cour a pris un excellent arrêt dans un contentieux entre les États-Unis et le Nicaragua. C'était au moment où les sandinistes ayant pris le pouvoir, il y avait la guerre qu'on appelait la guerre des Contras. Les anciens somozistes, c'est-à-dire l'opposition aux sandinistes qui avaient pris le pouvoir à Managua, s'étaient réfugiés au Honduras, où ils étaient entraînés, armés, financés par les États-Unis d'Amérique, qui voulaient faire tomber ce gouvernement révolutionnaire dans ce petit pays d'Amérique centrale que les États-Unis ont toujours considéré comme leur arrière-cour. Mais voilà qu'un incident qui peut faire sourire est survenu. Un hélicoptère de la Contra est canardé par l'artillerie antiaérienne du Nicaragua, est obligé de se poser sur le sol nicaraguayen. Les Nicaraguayens s'en emparent et dans cet hélicoptère, il y avait le numéro 2 de la CIA. Les Nicaraguayens avaient donc la preuve physique par un personnage de l'implication des États-Unis. Ça leur a donné des ailes. Ils ont saisi la Cour internationale. À l'époque, les États-Unis reconnaissaient la compétence de la Cour. Et la Cour rend un très bon arrêt disant, mais nous avons là toutes les preuves que les États-Unis arment, financent, entraînent des troupes de la Contra contre un État souverain, donc ils doivent des réparations, ils doivent cesser, etc. Conséquences. Deux conséquences très intéressantes. Un, les États-Unis, à partir de là, se retirent de la déclaration de compétences obligatoire, ils ne la reconnaissent plus, c'est fini. Deuxième conséquence, la Cour les avait rendus responsables et avait indiqué qu'il fallait payer les dommages d'intérêt. Les États-Unis ne payent rien au gouvernement sandiniste. Managua saisit le Conseil de sécurité. Les États-Unis restent présents à la séance, alors que d'après la charte, quand un pays est concerné par une décision, il doit ou se taire ou se retirer. Ils restent présents à la séance, ils mettent leur veto, et il n'y a pas eu de mesure du Conseil de sécurité pour faire appliquer l'arrêt. Donc voilà les limites, si vous voulez, de cette justice internationale. Encore une fois, je reviens à mon idée principale. Le droit est dominé par la souveraineté des États. Tant qu'il est dominé, il est faible. Il est presque inexistant. Alors, c'est différent pour la CPI, où on peut espérer, mais il faudrait qu'elle sorte de la crise de faiblesse dans laquelle elle est actuellement. Quelle était la question précise sur la CPI? Dernier recours n'est-il pas tout de même la CIJ ou la CPI pour l'autorité palestinienne dans le cadre du conflit entre Israël et Palestine? Oui. Et notamment avec l'exemple de Netanyahou qui n'a pas souhaité survoler certains pays lorsqu'il s'est rendu à New York, qui a quand même été contraignant. Alors, la réponse est tout à fait affirmative. C'est vrai qu'indépendamment de la faiblesse actuelle de la Cour, il faut, et l'autorité palestinienne peut le faire, puisqu'elle a signé le statut de la CPI et que les actes commis par Israël sont sur le territoire de la Palestine, il faut que l'autorité palestinienne continue de fournir à la CPI tous les renseignements, tous les premiers indices qui permettent ensuite à la CPI d'ouvrir une enquête et éventuellement ensuite de donner des mandats d'arrêt. Aucun doute. Je noterais qu'il y a un autre dossier qui est CPI en dehors de Gaza, c'est la colonisation. Oui, oui. Et là, pour le coup, les preuves, il suffit d'ouvrir juste un dossier officiel pour voir à quel point la colonisation est une politique publique. Et donc, ça, c'est aussi un atout très important. Est-ce que le fait que la Cour internationale de justice n'ait pas de force contraignante la rend inutile? Ou est-ce qu'il faut, dans ce cas, tout arrêter? Alors, non, elle n'est pas inutile. Elle n'est pas inutile.
Vous savez, le droit, c'est quelque chose qui a des effets différés. C'est très important. Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs à l'origine de la Charte des Nations Unies. Au fond, parce que le SDN avait été un brouillon très mal préparé, la Charte des Nations Unies, c'est quand même le premier moment où la communauté humaine se dote d'institutions communes. C'est très important et il faut le maintenir. Les Nations Unies ont formulé énormément de textes juridiques, des grandes conventions, etc. L'application, l'exécution reste faible, c'est ce que nous avons dit pendant tout cet entretien, mais il faut continuer parce qu'il faut que le droit ait été dit. Quand il n'est pas appliqué, il faut que la Cour le répète, ce qu'elle fait à chaque fois. Il y aura des effets différés. Nous sommes dans un mauvais moment du point de vue du rapport de force. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que dans le rapport de force des peuples entre eux ou des individus entre eux, il y a les forces matérielles, concrètes. C'est vrai qu'actuellement, Israël plus les États-Unis, c'est une force militaire écrasante. C'est vrai que sur le plan économique, c'est la même chose. Les Palestiniens n'ont ni la force militaire ni la force économique. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ça dont on a parlé tout à l'heure, qui a traversé le temps, leur conscience nationale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un droit qui a été affirmé. Ils l'ont. Et je donne l'exemple des luttes de libération nationale, celles qui ont abouti. Au fond, quand les Algériens commencent leur lutte de libération, quelles étaient leurs chances de réussir? La France avait une armée écrasante, des moyens économiques écrasants. Et sur le plan des rapports de force, si on ne prend le mot rapport de force que dans le sens matériel, la lutte des Algériens était condamnée à l'échec. Ils ont gagné. Ils ont gagné pourquoi? Ils ont gagné parce que dans le rapport de force rentrent les idées, les valeurs. Ça fait partie du rapport de force. Et moi, je me souviens, quand il y a eu des soldats français qui ont refusé, c'était à Lyon, qui ont refusé de monter dans les trains pour partir à Marseille et ensuite en Algérie, parce qu'ils ne voulaient pas combattre dans cette guerre-là, parce qu'ils savaient que c'était une guerre injuste. Donc là, c'est la force des idées. Et la guerre du Vietnam que les Américains ont menée contre ce petit Vietnam qui venait de se débarrasser de la colonisation française, et meurtri pendant 10 ans par cette guerre américaine avec les B-52, etc. Les Vietnamiens ont gagné. Ils ont gagné comment? Ils ont gagné par la force des idées. C'est-à-dire que ça avait été inscrit, c'est pour ça que c'était tellement important que ce soit inscrit dans la Charte des Nations Unies, enfin dans les résolutions des Nations Unies, le droit à la décolonisation, le droit d'un peuple de lutter par tous les moyens contre la domination coloniale. C'est inscrit, ça fait partie des droits. C'est long à se réaliser, les effets sont différés. Mais quand le droit a été dit, il reste là dans la conscience des peuples. Et ça, c'est très important. C'est ça qui nous donne une lueur d'espoir. Alors pour une vieille dame comme moi, ça a un espoir lointain, mais mes enfants et mes petits-enfants le verront. Autre question, dans ce cas, tu peux faire une synthèse et puis euh, qu'est-ce qui va se passer? Là aujourd'hui, nous attendons le résultat comment dirais-je, d'un dialogue assez surréaliste quand même, entre un personnage imprévisible et un autre qui l'est beaucoup moins imprévisible, car il est obsessionnel, entre Trump et Netanyahou, et on attend quelque chose peut-être. Et les prochaines étapes de ce drame absolu dans lequel il ne serait pas impossible, en tout cas c'est ce que j'ai cru longtemps, j'espère me tromper, qu'on pourrait aboutir non seulement à un nettoyage ethnique tel qu'il est aujourd'hui mis en œuvre, mais aussi à une déportation en dehors de, du territoire de Gaza, expulsion avec ce mot terrible qu'on entend chez les responsables israéliens, qui serait départ volontaire, évidemment un euphémisme inacceptable. Comment tu vois l'évolution Écoute, comme tu viens de le rappeler, on a un personnage imprévisible. Donc, devant un personnage imprévisible, il est très difficile de faire des pronostics. On ne sait pas ce que ce Trump, avec ce caractère éruptif qu'il a, peut nous réserver. C'est vrai qu'il a entre les mains des cartes importantes parce qu'il est la première puissance mondiale. Mais je crois que nous devons continuer dans notre obstination à redire les choses, à les argumenter. Il ne suffit pas d'avoir des slogans.
Il faut aussi, je voudrais finir là-dessus, il faut prendre des précautions très importantes pour aller vers la paix. Il faut dire des choses juste, le droit doit être objectif, il faut que les mêmes règles de droit s'appliquent de la même façon à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les attentats du Hamas sont condamnables. Point. Ce sont des crimes internationaux. De même qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'existence d'Israël ne peut pas être remise en cause. Israël est né dans des conditions complexes et ambiguës, c'est vrai. Contestable à l'époque, c'est vrai. Mais cet État existe depuis plusieurs décennies. Des gens y sont nés, y ont travaillé, y ont construit, ils n'ont pas demandé à naître sur cette terre. Et puis il y a surtout un argument massif, c'est que les Palestiniens ont reconnu Israël. Donc quand j'entends encore cette question-là venir dans le débat, c'est insupportable, parce que ça, ce n'est pas un facteur de paix. L'existence d'Israël n'est plus en débat. Ce qui est en débat, évidemment, c'est la volonté expansionniste scandaleuse de cet État d'Israël. Nous le reconnaissons dans ce qu'il est, les territoires de ce côté-là de la ligne verte, et pas plus. Donc voilà, il faut être très clair là-dessus. Mais je pense que pour l'avenir et pour les jeunes qui nous écoutent, peut-être, c'est la mobilisation qui compte. Parce que finalement, la permanence, la force, la sérénité, la conviction tranquille que voilà, c'est le droit, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est réputé juste, autant que du juste soit possible entre les humains, en l'appliquant de manière exacte pour tout le monde, la même règle pour tout le monde. C'est ça qui peut faire basculer les choses à terme, au-delà de l'imprévisibilité d'un homme qui, il est vrai, a des cartes importantes entre les mains. Finalement, quand on dit que le droit international n'existe plus depuis Trump, est-ce vrai? Non, non, ce n'est pas vrai. Le droit international était fragile et ambigu avant Trump, je l'ai souligné longuement dans cet entretien. Il a été fragilisé un peu plus par Trump, qui, profitant du fait qu'il était ambigu et fragile, l'a jeté par-dessus le bord. Mais comme nous l'avons dit, les valeurs qui ont été proclamées, ces valeurs, elles sont universelles. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. Parce qu'on dit beaucoup que les pays du Sud contestent nos valeurs. Alors c'est vrai que vous avez des discours chinois comme quoi il y a des valeurs asiatiques qui ne sont pas les mêmes, vous avez des valeurs communautaristes qui ne sont pas les mêmes, etc. Il n'empêche que le fond des choses, c'est que n'importe quel être humain de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, il souhaite avoir le droit à la vie, avoir le droit à son intégrité physique, ne pas être blessé, violé, etc. Avoir le droit de se mouvoir librement à l'intérieur de son pays et en dehors, avoir le droit de fonder une famille et de vivre en famille, etc. Enfin, je peux citer comme ça la majorité des droits qui ont été consacrés dans la Déclaration universelle. C'est vrai qu'elle a été portée par les pays occidentaux, mais c'est vrai qu'ils étaient sincères de ce point de vue-là sur le caractère universel de ces droits. Et d'ailleurs, les peuples du tiers-monde se sont émancipés en s'appuyant sur ces textes. Donc, moi, je ne pense pas du tout que ces textes soient un moment historique, qui soit mort-né, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'on est dans un mauvais moment historique avec des replis nationalistes, des replis communautaires, etc. Mais les valeurs universelles, elles sont là. Mais simplement, je pense que pour repartir d'un bon pied, il faudra recommencer la réflexion et la recherche sur une nouvelle organisation. Moi, je pense qu'il faudra que ce soit une organisation mondiale des peuples, non pas internationale des États, mais mondiale des peuples. Et il faudra qu'on reparte de ces valeurs universelles, mais le nous ne doit pas être le nous occidental. Il faut que ce soit le nous universel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des forums qui s'établissent entre les peuples du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, pour reparler, voilà, quel projet avons-nous pour former une communauté? C'est le programme pour les années à venir. Donc c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Monique. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion.